Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et pour les interventions très intéressantes qui ont précédé. À l'invitation de Véronique, je vais parler de ma thèse donc, de doctorat que j'ai soutenue le 10 novembre dernier. Mais je vais aussi surtout parler de son contexte d'existence et d'écriture. Voilà. Alors, donc je m'appelle Anne-Lise Renon. J'ai eu un parcours un petit peu hétérodoxe avant d'arriver jusqu'à la thèse. J'ai fait des études d'histoire de l'art, je suis passée par l'anthropologie, j'ai été en communication visuelle, j'ai fait une première année de BTS, puis finalement je me suis inscrite aux Beaux-Arts de Valence, que j'ai fait de la première à la 5e année. En cours de cursus, je me suis inscrite à nouveau à la fac en sciences du langage, parce que bon, comme Charles a pu l'expliquer dans le contexte de sa propre recherche, l'intuition que j'avais dans l'enseignement de design graphique que je suivais à Valence, il me fallait des outils particuliers, théoriques, que je n'avais pas. Donc ça a nécessité de me réinscrire à l'université. Et le projet de diplôme que j'ai fait pour mon DENSEP, que j'ai passé en 2010, je l'ai fait à l'interaction justement de ces deux cursus, à l'Institut des sciences cognitives à Bron, au sein de l'équipe langage, cerveau et cognition, et auprès de Sabine Plou plus exactement, sur le projet des atlas sémantiques. J'insiste sur ce projet-là car c'est vraiment ça qui a fait la genèse de ce travail de thèse que j'ai fait ensuite, puisque les atlas sémantiques, c'est un projet de recherche qui utilise des cartes de représentation lexicale. Cartes qui sont générées à partir d'un corpus de dictionnaires de synonymes en ligne, qui sont récoltés et en fonction des requêtes mots qui sont données sur cette interface qui est accessible en ligne par tout le monde, on a un applet Java qui génère des cartes. Bon. Et là, je fais le lien avec Sarah cette fois, c'est que quand je me suis retrouvée dans cette collaboration, la particularité de leur travail, c'est que ces cartes leur servaient d'outils pour des études de contextonymes, des études de traduction, un certain nombre d'études linguistiques, mais ils n'interrogeaient pas la forme graphique des cartes. Et ce qui, moi, me semblait une évidence quand j'ai été confrontée à ce travail de recherche. Notamment lorsqu'ils travaillaient sur une évolution diachronique de certains mots, où des cartes étaient générées par année ou par mois, enfin à des moments donnés, mais les moments intermédiaires entre ces cartes n'existaient pas d'un point de vue graphique. Et d'un point de vue de designer graphique, je me suis dit, mais pourquoi pas proposer une animation qui allait du coup questionner les propriétés structurales, géométriques, graphiques de ces cartes dans un dispositif temporel qui n'allait certainement pas renseigner directement les déplacements linguistiques qui étaient en jeu dans ces différentes temporalités, mais qui au moins pourrait amener une problématique d'une possible place de la représentation graphique ou des phénomènes graphiques dans ces cartes pour une interprétation du sens. Voilà. Bon. Ce projet, donc, il date un petit peu maintenant, mais c'est ce qui a généré du coup mon envie de prolonger sur une thèse de doctorat, plus spécifiquement sur les dialogues méthodologiques tels que moi j'avais pu m'y confronter entre designers et scientifiques, et aussi de manière plus large sur une possible place de la production graphique dans la construction de la connaissance scientifique en contexte de recherche. Voilà. Donc cette thèse, je l'ai débutée sous la direction de Victor Rosenthal en 2010 au Centre de linguistique, anthropologique et sociolinguistique de l'Institut Marcel Mauss à l'EHESS. Et elle s'intitule toujours d'ailleurs, mais Design et esthétique dans les pratiques de la science. Voilà.
Bon, cette thèse, je l'ai réalisée sans financement. Puisque l'inscription en doctorat était pas gagnée d'avance. J'ai contacté la personne qui est devenue mon futur directeur de recherche sur la base peut-être d'une... donc c'était en 2010, sur la base peut-être d'une équivalence en Master 2. À l'EHESS, et au final, après avoir lu mon mémoire et puis cette collaboration qui avait fait l'objet d'une publication, etc., il m'a dit on va peut-être pas multiplier les mémoires. Donc il m'a dit on peut essayer d'attaquer tout de suite en thèse, mais ça va demander beaucoup de travail et de l'assiduité. Un gros travail d'état de l'art parce que moi le design graphique, c'est pas du tout ma spécialité. Le sujet m'intéresse, mais je sais pas par quel bout vous pouvez le prendre. Donc je suis là pour vous aider, pour vous conseiller et notamment dans un contexte de recherche doctorale à laquelle vous n'avez pas été confronté, ni même en ayant fait de la fac avant, j'avais été confrontée à vraiment une écriture de recherche qui est nécessaire dans l'écriture d'une thèse. Donc c'était aussi un gros travail. Et donc c'était un petit peu un pari. Et donc on s'est lancé là-dedans, mais du coup, trop tard pour demander des financements. Bon, les thèses en design graphique n'étaient pas pléthores à ce moment-là exactement, donc des possibilités de financement étaient assez réduites. Des possibilités de chiffres, c'était ensuite peut-être ouverte l'année suivante, mais vu que je me dirigeais plutôt sur une thèse fondamentale d'anthropologie historique ou d'épistémologie sur ces questions-là, ça semblait assez difficile en tout cas pour moi, à ce moment-là, d'être compatible avec un financement industriel ou un financement de ce type-là. Je voulais avoir l'autonomie de pouvoir développer ce que je voulais sans être non plus trop dirigée par la nécessité d'une application particulière des concepts ou des problématiques que j'allais aborder pour un développement éventuel. Et surtout, je voulais me tenir à part de toute production graphique dans le cadre de mon travail de thèse. Je voulais vraiment faire un travail de réflexion théorique. Voilà, c'était le parti pris. Donc, elle a duré 6 ans. 6 ans qui ont été le fait justement de ce non-financement. Qui a du coup occasionné un certain nombre de travaux pour financer la vie quotidienne, que j'ai essayé au maximum de conjuguer avec le travail de recherche que je menais. Donc j'ai travaillé sur le projet Gallica à la Bibliothèque nationale, par exemple. J'étais à la direction technique, je m'occupais avec plusieurs autres collègues sous la gestion de la conservatrice de regarder comment les livres peuvent être numérisés, voir un petit peu comment faire une expertise des ouvrages, etc. Dans le cadre de mes recherches plutôt anthropologiques, j'ai travaillé au Media Lab de Sciences Po pour une observation de terrain, mais également ensuite employée comme assistante scientifique sur le projet M de Bruno Latour. Et puis, des charges de cours, des petites choses qui se sont agencées. Et finalement, en 2013, avec 2 amies également doctorantes, avec pour enjeu de thèse une idée de design qui était flottante pour chacune d'entre nous et qu'on n'avait pas du tout envie d'aborder de la même manière, on a décidé de monter une association qui s'appelle Design en Recherche, dont certaines personnes sont membres ici. Après le constat qu'on manquait vraiment d'interlocuteurs universitaires pour mener nos recherches, de bibliographie commune, que même si on avait le design comme enjeu, comme ligne de mire problématique, la flottance du terme et des pratiques qui y sont liées, et des savoirs qui y sont liés, pose problème. Quand on a monté cette association, à la première réunion, je crois qu'on devait être 8 ou 9. Maintenant, on est 37, inscrits dans 18 disciplines différentes. Donc c'est assez représentatif, je pense, de comment la notion de design, au-delà de celle de design graphique simplement, se manifeste dans les productions académiques, doctorales actuelles. Et puis ça risque fortement d'évoluer encore. Voilà. Bon. Pour parler de la thèse à proprement parler, j'ai
dresser un petit peu ce parcours, parce que ces 6 années ont été nécessaires aussi à ce travail de réflexion que je voulais mener, parce que c'est aussi l'observation de l'évolution de ce réseau qui est présent dans mon travail. Travail donc qui s'est matérialisé en 2 parties dans le manuscrit. Une première partie qui est vraiment attrait à une anthropologie historique et sémiotique de l'expression visuelle, graphique dans la production de la connaissance scientifique, où du coup je retrace au travers d'un panorama de théories empruntées à l'histoire des sciences, principalement à la philosophie des sciences, mais également aux Visual Cultural Studies et aux Science and Technological Studies. Essayer par ce panorama de réfléchir à comment un design ou une certaine évolution sémantico-historique, pour emprunter une expression barbare du design, serait liée à l'histoire des sciences. Voilà. Donc en remontant au disegno italien, et en voyant comment l'évolution du terme les expressions communes qu'on emploie tout le temps, le dessin en français, le design en anglo-saxon et le Denkstil allemand, comment on peut voir des évolutions qui peuvent se manifester dans la production graphique de figures emblématiques de l'histoire des sciences. Donc c'est Léonard de Vinci, c'est Galilée, mais c'est aussi Newton et c'est aussi Darwin. Voilà. En fait, de manière générale, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier la place de la matérialité et de l'agentivité des artefacts graphiques et techniques dans la construction de la connaissance scientifique, et comment une idée de design pouvait émerger à partir de ces notions-là. Si on considère que la science a une place très visuelle à l'époque contemporaine, étudier les technologies d'imagerie, nous, parce que je dis nous, c'est moi et mon directeur de recherche, nous semblait trouver une place évidente pour faire intervenir l'idée de design dans ces productions-là. Bon, naturellement, venant du design graphique, c'est plutôt les productions graphiques qui m'ont intéressée. Mais cependant, je me suis également beaucoup intéressée à non pas simplement les images une fois qu'elles sont produites, mais également les instruments qui permettent de les produire. Et l'histoire de l'instrumentation scientifique a une place très importante dans la manière dont les images sont produites, et ensuite la manière dont elles sont reçues, diffusées, et la manière dont elles façonnent un imaginaire aussi dans la société, et également conditionne la manière dont on va concevoir de nouveaux instruments. C'est les propriétés phénoménotechniques des instruments, mais c'est également ce conditionnement réciproque qui existe entre les images et la production instrumentale, notamment en problématique de recherche. Donc, j'ai absolument pas le temps de développer les cadres épistémologiques que j'ai abordés dans la thèse. Ce qu'il faut par contre retenir, c'est que l'anthropologie de l'image, l'anthropologie de laboratoire est quelque chose que j'ai énormément traité, mais pas seulement. L'idée, c'était de voir comment on peut faire émerger des styles de pensée et comment on peut identifier des patterns esthétiques à différents moments de l'élaboration de la recherche par la production graphique, que ce soit en termes de schémas, de diagrammes, d'images imprimées, d'images haptiques, d'images animées, et également dans la logique de croquis, de dessin d'observation, et comment toutes ces méthodes et tous ces processus d'inscription graphique sont du design. Et comment ça peut ensuite amener de nouvelles problématiques pour questionner vraiment cette idée de design en recherche de sa recherche, plus exactement. Voilà.
et les perspectives pédagogiques que ça peut aussi entraîner dans des collaborations entre designers et scientifiques, ce qui est la deuxième partie de la thèse. Voilà, où là, il s'agit plutôt d'études de cas et d'observations de terrain. Donc il y a le Media Lab de Sciences Po, mais pas uniquement. Il y a des choses que j'ai empruntées à des terrains pédagogiques que j'ai pu observer après coup, comme par exemple la collaboration entre l'école de photo d'art et l'Institut d'immunologie de Marseille, ou la collaboration entre Julien Bobrov, qui est physicien à Paris-Orsay, et François Azembourg à l'ENSI Les Ateliers, et aussi des productions historiques comme celle d'Otto Neurath au Cercle de Vienne, ou celle que j'ai pu étudier aussi de manière plus médiatique et idéologique sur la catastrophe de Fukushima, pour laquelle j'ai eu un certain nombre d'entretiens avec des ingénieurs de la NASA qui ont travaillé sur des images satellites. Et voilà. Donc, bon, je passe très rapidement, mais pour conclure, je vais juste ouvrir sur quoi ça m'amène maintenant. Là, donc, j'ai débuté un post-doctorat sur un projet de l'Agence nationale de la recherche qui s'intitule Design, Sciences et Société, la fabrique des mondes contemporains. Et il s'agit d'étudier des collaborations en milieu pédagogique comme en institut de recherche entre designers et scientifiques, que ce soit en biomimétisme, que ce soit en nanotechnologie, que ce soit en ingénierie, ou même que ce soit à l'ENSI par exemple, puisque ce terrain à l'ENSI fait partie de ce contrat. Et par ailleurs, je travaille sur une exposition rétrospective du travail de Jacques Bertin et de la sémiologie graphique, puisque 2017, c'est les 50 ans de la publication de la sémiologie graphique. Et donc, à cette occasion, il y a un corpus qui est analysé et le commissariat se met en route pour une exposition, un colloque et un certain nombre de choses qui pourraient même amener à une vraie ligne de recherche à part entière à développer par la suite et qui mettrait en jeu, là, pour le coup, vraiment design graphique et sciences sociales.